Donc, bienvenue à ce mardi scientifique. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Raymond Carrier, qui est notre DSP, que je vais au fond laisser elle-même se présenter. C'est plus simple ainsi, m'a-t-elle expliqué. Ben, il me semble. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous savez, moi, je suis néphrologue de formation. J'ai pas mal fait toute ma carrière à l'hôpital du Sacré-Cœur, puis ensuite au CIUS du nord de l'île de Montréal. Comme vous savez peut-être aussi, j'ai fait une maîtrise en pédagogie médicale à l'époque, mais qui s'appelle maintenant pédagogie des sciences de la santé, après ma formation en néphrologie. C'était mon fellowship. Donc, j'ai enseigné, mais j'ai surtout fait beaucoup de développement professoral. J'ai aussi été directrice du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, donc au CEPAS, où j'ai développé le cadre de compétences du clinicien enseignant, toutes les formations du CEPAS, obligatoires, malheureusement. C'est moi qui ai mis ça en œuvre. Puis les différentes carrières de clinicien enseignant, clinicien chercheur, etc., c'est aussi beaucoup moi qui avais travaillé là-dessus. En parallèle, j'ai aussi été chef de mon service, ensuite chef du département de médecine spécialisée de l'hôpital du Sacré-Cœur. Après ça, ça me tentait d'avoir des défis, donc j'ai décidé de devenir chef du département de médecine spécialisée du nouveau CIUS. Après quelques années, je suis devenue directrice adjointe des services professionnels. Puis récemment, depuis 7 mois, je suis directrice des services professionnels du CIUS. Vous savez qu'au travers, je suis une autodidacte, donc j'ai énormément lu sur la gestion en général, mais en particulier dans les systèmes de santé. J'avais fait, il y a plusieurs années, j'ai développé un programme de formation pour les leaders médicaux dans lequel déjà j'avais préparé une première présentation sur la cogestion médico-clinico-administrative. Et c'est un domaine qui m'intéresse énormément et pour lequel j'ai revu un peu la littérature là, pour préparer ma présentation avec vous. Donc, j'ai une connaissance théorique, mais aussi assez pratique du domaine, puisqu'au travers de tous mes rôles de gestion médicale, là, j'ai eu à être co-gestionnaire médical. Je vous dirais d'entrée de jeu que je suis présentement en train de faire mon MBA. Donc, ça m'amène aussi beaucoup à réfléchir sur les structures et la culture de notre organisation. Le titre, vous le connaissez, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus nécessairement. Je vais commencer par vous divulguer mes conflits d'intérêts parce qu'il faut faire ça. Évidemment, aujourd'hui, je n'aurai pas de conflit d'intérêt sur aucun produit que je vais vouloir que vous prescriviez. Par contre, je vais vous en divulguer un parce que, évidemment, comme directrice de services professionnels, pour moi, la cogestion, c'est très important. Donc, c'est sûr que mon conflit d'intérêt, c'est que, évidemment, je souhaiterais que vous convaincre de la même chose là, aujourd'hui. J'aimerais ça que vous ressentiez là, la nécessité de ça. Donc, je commence par quelque chose d'un peu provocateur. Nous allons faire certaines analogies, puis je suis désolée si ça vous fait vivre des choses, des émotions négatives. Je suis en train de lire plusieurs choses d'un philosophe qui s'appelle Spinoza, que vous connaissez peut-être. Donc, je suis désolée si ça vous provoque des affects plutôt négatifs. Je vous fais des analogies. Je vais commencer par nous comparer comme médecins à une meute. Cette comparaison-là me vient d'un article que j'ai lu sur comment faire pour engager les médecins dans une collaboration, dans des projets. En fait, ce n'est pas une vision où il y a un chef de meute avec des suivants, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est plus au niveau de l'appartenance à un groupe. Vous savez, quand on entre en médecine, c'est un processus long dans lequel on a à passer au travers différentes étapes qui ne sont pas faciles, qui nous exposent à différentes choses, qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'on a un cheminement différent par rapport à d'autres professionnels. C'est aussi, pour être admis dans notre spécialité, on a eu à travailler très fort puis à faire ce qu'il fallait pour d'abord avoir des bons résultats, mais aussi
embrasser, je vais dire, la culture de cette spécialité-là, là, puis vraiment la faire nôtre. Puis finalement, pour avoir un poste dans une équipe, là, dans un hôpital, on va dire ça, ben, il faut aussi qu'on corresponde un petit peu à l'ensemble de nos climats, à la culture de l'ensemble de l'équipe, puis qu'on ait démontré par nos stages, hein, notre présence sur place, qu'on est digne de confiance, puis qu'on va bien on va bien compléter l'équipe. Puis si jamais on n'a pas fait de stage, ben souvent, il faut qu'on soit référé par quelqu'un de l'équipe qui nous a connus puis qui est capable d'être comme garant de nous pour être engagé, de sorte qu'il y a une différence entre nous et eux. Donc, d'entrée de jeu, le corps médical, de toute manière, a une logique professionnelle qui dit que le médecin doit répondre au meilleur intérêt de son patient. Il est imputable devant son patient et il a des comptes à rendre à ses pairs. Hein, c'est beaucoup comme ça, le CMDP, entre autres, hein, la qualité de l'acte. On est auto-responsable, on se fait nos études mortalité-morbidité, donc c'est nous-mêmes qui nous regardons nous-mêmes. C'est une de nos actes. C'est quelque chose de notre autonomie professionnelle qui est très, très importante pour nous. De l'autre côté, bien, il y a nos collègues gestionnaires qui, eux, viennent de différentes professions, hein, qui ne sont pas dans une seule profession, qui viennent de professions de la santé bien souvent, ou qui sont des gestionnaires formés en gestion, là, qui n'ont pas vraiment travaillé sur le terrain là, comme professionnels. Ce qu'on voit dans le réseau là, depuis les fusions, c'est énormément de mouvements. Hein. Au niveau des gestionnaires, ça change énormément. Donc, ce n'est pas le même genre de cohésion. Puis ce n'est pas non plus la même genre de vision. Hein. La vision, la logique managériale, c'est dans le fond qu'il est possible d'améliorer les soins et services en accordant de l'importance au rôle que jouent les pratiques de gestion et d'organisation. Donc là, on se dit, si on établit des priorités, des objectifs, des mécanismes de coordination, des mécanismes de contrôle, puis qu'on sait qui est imputable, bien, les choses devraient bien fonctionner. Donc là, on a vraiment, d'entrée de jeu, deux groupes de personnes qui, spontanément, ce n'est pas nécessairement facile de travailler ensemble, qui n'ont pas tout à fait la même logique, puis qui ne mettent pas nécessairement le même type de choses qui est très, très importante pour eux de l'avant. Okay? Donc, nous, on est très, très bons pour connaître les besoins de notre patient. Souvent, les gestionnaires, ils ont une vision plus large où ils sont au courant de différents besoins à répondre qui vont au-delà du besoin d'une catégorie de patients. Donc, ça aussi, ça crée une espèce de différence de perception. Un autre point, je vous parle un petit peu de mon rôle, mais il y a quelque chose qui se rapproche d'un médecin qui souhaiterait jouer un rôle de co-gestion. Donc, moi, comment je me vois? La photo que vous avez, c'est un chien-loup. Donc, c'est un mélange entre un chien et un loup. Donc, je ne suis plus tout à fait un loup. Donc, je ne suis plus tout à fait dans la meute. Hein. Je suis un peu tout seul. Je n'ai pas tant de collègues là, avec qui je peux échanger, puis que ce soit, on ait exactement les mêmes préoccupations. Mais je continue à penser un peu que je suis un loup pareil. Donc, je continue, moi, à dire que j'ai encore mon diplôme MD. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai eu des discussions avec des collègues concernant l'enseignement médical. Puis une des choses qu'un collègue a dit, c'est il faut rapidement mettre un médecin en charge de l'enseignement médical. Là, j'ai dit, oh, c'est tout de même particulier parce que je suis comme co-responsable en ce moment du centre d'expertise en enseignement. Puis on dirait que j'ai encore mon diplôme MD. Donc, ça m'amène à l'autre côté de ma slide, qui est la perception de mes anciens collègues. Puis je vous dirais, c'est particulier parce qu'il y a des gens de qui j'étais très, très proche dans mon équipe de travail qui me parlent vraiment plus beaucoup. Et donc, on dirait que subitement, il y a une perception comme quoi je suis passée du côté sombre de la force. Et c'est pour ça que je vous ai mis Darth Vader, parce que, évidemment, c'est le représentant du côté sombre de la force. Donc, ça prend quelqu'un quand même assez solide pour dire que subitement, il va un peu prendre une distance par rapport à sa meute dans laquelle il était depuis le début de sa carrière.
Pour ceux qui font partie du comité de cogestion nouvellement formé du département de psychiatrie, vous avez vu ça récemment, les 4 dimensions de la performance. Donc, notre SUS, quand il veut regarder s'il fait bien son travail, il se dit, est-ce que j'atteins ces 4 dimensions-là qui sont toutes codépendantes? Donc, il y a la qualité, bien entendu. On veut donner des soins de qualité. On veut donner accès aux soins à nos patients. C'est important pour nous de prendre soin et de s'assurer que notre capital humain va bien, est présent, est compétent. Puis, évidemment, on veut être aussi efficient. Donc, faire tout ça au moindre coût parce qu'on est les gestionnaires du portefeuille des Québécois qui payent pour le système de santé. Tout ça en gardant l'usager au cœur. Vous comprenez rapidement qu'il doit y avoir un équilibre entre toutes ces dimensions-là. Et là, je vais prendre votre exemple en psychiatrie en ce moment. Il n'y a pas d'accès au lit de psychiatrie. Il y a du débordement. Donc, comme la dimension de l'accès ne fonctionne pas, bien, ça a un impact sur les 3 autres dimensions. Parce que dans un contexte de débordement, le capital humain est souffrant parce qu'évidemment, il y a beaucoup de patients par nombre d'employés, puis on met beaucoup de pression sur tout le monde. La qualité est plus difficile à atteindre parce que là, évidemment, quand on est entassé, ça donne des soins de moins bonne qualité. Puis on n'est certainement pas efficient parce que là, on entraîne du temps supplémentaire et toutes sortes de coûts supplémentaires. Donc, vous voyez bien par cet exemple-là qu'il faut travailler les dimensions qui ne vont pas bien parce qu'elles ont un impact sur toutes les autres. D'où la notion d'équilibre. Ce qui m'amène à vous demander, et là, évidemment, je vous demande votre participation là-dessus. Dans ce premier contexte-là que je vous ai présenté, est-ce que vous avez une idée pourquoi ça pourrait être important de faire de la cogestion? Puis j'imagine que dans le fond, parce qu'en impliquant les différents acteurs, il peut y avoir des solutions créatives qui peuvent être évoquées, parce que c'est les différentes parties prenantes qui ont aussi une influence sur les décisions qui sont prises au quotidien pour faciliter l'accès. Tout à fait. On connaît bien la perspective de l'usager ou des différents patients et les besoins, ça permet de proposer différentes solutions différentes. Et moi, je pense que c'est déjà bien intéressant de se dire que il y a, on va se dire, des compétences différentes ou des visions différentes qui, si mises ensemble, pourraient être synergiques ou en tout cas au moins plus efficaces que séparées. Puis je pense que ces 2 visions-là sont très pertinentes puis devraient être considérées. Je vous amène ailleurs. Donc, je suis en train de préparer un travail sur les fusions de 2015, donc je suis vraiment dedans, là. Vous savez qu'on est passé d'un monde où on avait des plus petits centres à un monde immense, hein, où il y a une multitude d'installations, une multitude de missions. L'objectif principal des fusions qu'on a vécues en 2015, c'était de mettre sous une responsabilité toute la trajectoire de soins du patient de la naissance à la mort dans une organisation qui pouvait offrir tous les services et les soins nécessaires à la population de son territoire. Donc, ça nous a amené à avoir des gestionnaires, comme je vous le disais plus tôt, qui ont des visions très, très larges. Entre autres, quand on pense au PDG, PDGA des CIUS, mais c'est une vision très, très, très large. Puis, ce que ça a fait, bien évidemment, ces fusions-là, c'est que ça a mis une distance entre les gestionnaires et, entre autres, les médecins sur le terrain. Puis là, je vais vous donner l'exemple de nos hôpitaux communautaires qui étaient des hôpitaux relativement petits, où il y avait un directeur général, où il y avait un DSP, où il y avait un directeur des soins infirmiers. Bien souvent, dans les plus petites organisations, quand un médecin levait la main pour dire qu'il y avait un problème, bien, rapidement, les gens l'écoutaient et rapidement, on tentait de prendre la situation
en charge, on va dire ça comme ça. À l'heure actuelle, la situation dans laquelle on est, ma perception, c'est que les médecins, en ce moment, ont l'impression de se noyer dans la structure de gestion. Donc, de tous ces processus qui étaient bien, bien, bien connus jusqu'à 2015, de savoir à qui on devait s'adresser pour quel type de problème, c'est comme si tout ce qu'on connaissait est disparu. Là, on a eu un petit moment où on s'est dit, OK, bien, on va continuer comme d'habitude, puis on va voir, là, ça devrait rester pareil. Après ça, on a eu la pandémie qui nous a frappé vraiment solidement, qui nous a complètement désarçonnés. Puis là, mais on se restabilise, puis là, on s'aperçoit, mon Dieu, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis bien souvent, ma perception, c'est que les médecins ne savent même pas comment faire, on utilise beaucoup ces mots de gestion-là, là, comment escalader les problèmes qu'ils ont, puis à qui le faire, puis qui ils peuvent aller chercher comme alliés dans leur projet, parce que c'est devenu tellement grand qu'on ne comprend plus réellement les organisations dans lesquelles on pratique. Je ne sais pas, est-ce que vous ressentez la même chose ou c'est juste moi dans mon Darth Vader qui... Ouais, je vois des... j'aurais fait de l'analogie avec le laissez-passer A38 qui me rappelle Oui, l'histoire c'est d'Astérix et ça. Obélix au continu dans le Sius. Bon, bien, c'est parfait. On est à la même place. Donc, ça, je vous le divulgue déjà. C'est quelque chose, si la cogestion vous intéresse, c'est la dernière revue de littérature qui a été faite là, sur la cogestion par l'équipe du pôle santé du HEC. C'est le CIUS du Centre-Sud qui, suite à la pandémie, voulait justement revoir sa structure de cogestion. C'est vraiment très intéressant. C'est une vision là, assez large. Ils sont allés voir même aux États-Unis, en Europe, qu'est-ce qu'il y avait comme littérature sur la cogestion. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur Google. Là. Vous pouvez aller le chercher. Il est disponible sans demande d'accès particulière. Donc, dans ce document, on définit c'est quoi la cogestion. Donc, on va commencer par ça. Donc, la cogestion, c'est quoi? C'est une dyade. Donc, ça se fait à deux. C'est formé par un professionnel clinique, la plupart du temps un médecin, et un professionnel qui est plus gestionnaire ou cadre. Les deux sont conjointement responsables de la réalisation d'un mandat commun et de l'atteinte d'objectifs. Ils tirent généralement parti de l'expérience et de l'influence de l'un et de l'autre dans leur domaine respectif. On va voir plus loin c'est quoi exactement les rôles d'une dyade de cogestion. Donc, je vous ai posé la question, pourquoi la cogestion? Bien, en fait, on parle d'une plus grande imputabilité des médecins. Vous savez, dans la littérature sur la gestion en santé, être capable d'embarquer les médecins dans le processus de gestion, c'est quelque chose qui est démontré comme étant nécessaire, dans le fond, pour atteindre la meilleure qualité et efficience des soins de santé. D'ailleurs, je vous ai mis là, les petits logos de 3 organisations que probablement, dont vous avez déjà entendu parler, j'imagine, qui ont mis en œuvre là, de la cogestion avec un grand, grand succès sur la performance de leurs organisations. Donc, les médecins, dans ce rôle-là, s'engagent puis utilisent leur leadership pour améliorer l'organisation des soins et services puis l'atteinte de l'excellence clinique. Puis, dans le fond, on a besoin du support des médecins pour répondre aux défis de gouvernance et de gestion. Ce n'est pas possible pour un gestionnaire seul, sans la vision médicale, de réellement établir des priorités. Puis, de ce fait, pour décider où on va allouer les ressources. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire en commun avec les 2 visions partagées. Donc, la vision du besoin de santé des patients et la vision de tous les besoins de tous les patients. Donc, c'est des visions complémentaires qui doivent être travaillées ensemble. Je fais un cours de stratégie en ce moment où mon professeur est l'ancien DGA de l'hôpital Sacré-Cœur, donc il a travaillé jusqu'en 87. Puis ce qu'il se plaît à dire sur le système de santé, c'est que le système est prisonnier de ses acteurs.
Bon, on parle souvent des syndicats comme acteurs dans le système de santé, mais on pourrait parler du corps médical aussi, parce que si on n'arrive pas à travailler ensemble, puis à vraiment se partager une vision, puis qu'on est en, en heure ou je ne dirais pas en conflit, mais en tout cas en opposition, on va dire ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire avancer aucun projet, puis on ne peut pas améliorer les choses. La cogestion, ça s'inscrit dans une vision de gouvernance clinique qui va au-delà de la gestion. La gouvernance clinique, c'est quoi? C'est un point de jonction vraiment entre la fonction médicale et les aspects administratifs. Puis là, ce qu'on veut, c'est voir émerger des initiatives managériales et cliniques, peut-être des innovations, qui favorisent la qualité des soins et des services, l'excellence clinique, puis la performance du système. Performance, rappelez-vous, mes 4 dimensions. Dans ce modèle de gouvernance clinique-là, où il y aurait un médecin et un gestionnaire conjointement imputables et responsables de la mise en œuvre des programmes. Ça implique d'avoir des objectifs communs, de suivre des indicateurs patients, donc des choses qui nous démontrent qu'on change quelque chose pour les patients. Puis, normalement, quand on fait de la gouvernance clinique, on a des salles de pilotage ou des stations visuelles opérationnelles dans lesquelles on suit ces indicateurs-là pour nous assurer qu'on s'approche de la cible que l'on a au niveau de la qualité ou de l'accès ou en tout cas de l'amélioration des services aux patients. La littérature sur la gouvernance clinique est fortement inspirée de publications de M. Porter. M. Porter, c'est le king de la création de valeur. Dans le fond, toutes les entreprises et organisations, ce qu'elles souhaitent dans la vie, c'est de créer de la valeur pour elles et pour leurs clients. On dit leurs parties prenantes la plupart du temps. C'est quoi la valeur en santé? Bien, c'est d'avoir des résultats cliniques adéquats avec un coût de production de ces résultats qui soit le plus petit possible. Hein? Dans le fond, c'est la balance entre ce que ça coûte et ce que ça produit. Comment on fait pour savoir si on produit de la valeur? Bien, on revient, il faut mesurer systématiquement nos résultats de santé. Il faut identifier des groupes de population spécifiques qui partagent le même type de conditions, de besoins. Ça, c'est nos patients, dans le fond. Puis, on développe des parcours de soins, des trajectoires de soins qui nous permettent de voir le début et la fin de l'épisode de soins, puis de mesurer les différentes étapes, puis de nous assurer que tout ça, c'est de qualité. On en revient donc à nos rôles d'éco-gestionnaires dans une vision de création de valeur pour les patients. Donc, c'est quoi qu'ils font, nos 2 co-gestionnaires? Bien, ils font d'abord de la médiation. Donc, faire le pont entre l'administration et les médecins. Puis ça, vous allez voir tantôt, il y a toutes sortes de bloquants à l'implication médicale. Puis c'est vraiment le rôle des co-gestionnaires d'essayer de créer des liens. Ensuite, évidemment, ils ont une responsabilité tactique, stratégique d'assurer le suivi de la performance avec les indicateurs, etc., puis d'être capable d'en rendre compte, puis de les présenter à la fois aux médecins, mais aussi à l'équipe de gestion. Puis il y a des rôles plus opérationnels qui, eux, sont surtout joués par les gestionnaires. Quand on clarifie les rôles des co-gestionnaires, la partie médicale ne devrait pas être en charge du budget, de tout ce qui est gestion des ressources humaines, du climat de travail au niveau des professionnels qui ne sont pas des médecins. Par contre, le médecin est en charge quand même de toute la partie médicale, de s'assurer de l'organisation des soins médicaux, qu'il y ait de la couverture pour tout ce qui doit être couvert, que tout le monde embarque dans la vision, d'assurer un leadership, mais pas de faire la gestion plus, je vous dirais, du quotidien là, dans les unités de soins. Là, c'est super important que vous écoutiez très, très, très bien ce que je vous présente là parce que ma prochaine question pour vous, vous allez avoir besoin d'avoir écouté ça pour me dire, vous autres, vous êtes où en psychiatrie au CIUSNEM? OK?
Donc, il y a différentes configurations de la cogestion qui existent. Puis là, je vous les présente en français. Donc, la première en haut à gauche, c'est le tandem d'une personne. En fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux personnes qui sont supposément en cogestion. Les logiques ne sont pas partagées. Le médecin reste dans sa logique médicale, le gestionnaire dans sa logique managériale. Donc, ils continuent à travailler en parallèle sans vraiment faire d'activités importantes ensemble. Celui d'en bas, à gauche en bas, c'est le tandem consultation d'un professionnel. Alors, encore une fois, tout le monde continue dans sa logique à lui, mais parfois, le gestionnaire va consulter le médecin pour vraiment avoir l'opinion médicale sur différents sujets. Donc là, il y a des points de contact. C'est pour ça qu'on dit que c'est une logique professionnelle plus. Donc, le médecin est quand même capable de discuter des enjeux avec le gestionnaire. Après ça, on va aller au tandem à la frontière, qui est celui du milieu en bas. Donc là, on a un médecin qui est capable de jouer dans sa logique, qui peut tantôt avoir une logique professionnelle, tantôt avoir une logique managériale. Et là, ils collaborent sur des sujets sensibles. Sinon, ils vont jouer des rôles clés en fonction de leur expertise respective. Puis c'est ça, le médecin est capable d'adhérer aux deux logiques là, pour vraiment collaborer sur des sujets sensibles, mais en dehors de ça, ils sont chacun dans leur logique. Il y a le tandem duo de gestion qui est celui en haut du milieu. Donc là, le médecin n'a plus de logique professionnelle. Il a maintenant embrassé la logique managériale. Et là, même si les rôles demeurent différents et complémentaires, il y a un gros risque de perte de légitimité du médecin dans celui-là, parce qu'évidemment, là, il n'a plus vraiment sa logique professionnelle. Par contre, évidemment, c'est très, très synergique. Hein? Dans les activités de gestion, il y a une grande synergie. En bas à droite, le tandem unité de gestion, l'un et l'autre sont interchangeables. Donc, le médecin, à la limite, pourrait faire la gestion de l'unité. Les deux ont la logique managériale. Encore une fois, il y a perte de légitimité du médecin face à ses pairs et c'est, encore une fois, extraordinairement synergique. Et finalement, il y a en fait, c'était en haut, celui-là à droite. En bas, à droite, il y a le tandem unité de mission. Là, on est intégré. On pourrait avoir des rôles interchangeables. Cependant, on n'a plus deux logiques. On a une logique qui est celle qui est centrée sur la mission. On a une synergie de valeurs partagées hein, dans le service au client. Et ça, bien évidemment, c'est le meilleur modèle selon les auteurs. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, vous autres, vous êtes à quel niveau de cogestion? Puis là, je vous ai pris des petits extraits parce que je les trouvais vraiment suaves. Donc, le premier en haut, elle prenait toutes les décisions financières et ne nous a jamais consultés. On s'est battu pendant des années pour voir les chiffres. On a des besoins. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ben non. Il décide. Donc, ça, c'est une forme. Puis l'autre, ben, il est en français, je vous laisse le lire. C'est comme un mariage. Quand tu te maries, tu ne définis pas les rôles. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu sors les vidanges, l'autre prépare les repas, tu fais la vaisselle. C'est un peu ça, la cogestion. On travaille ensemble, ça va bien, ça se fait tout seul. Fait que selon vous, quel modèle vous avez? Puis est-ce que vous correspondriez plus au en haut ou au en bas comme citation? Vous rassurez parce que au Québec en ce moment, puis j'ai parlé avec quelqu'un de la CAQ qui m'a exactement dit ça, on ne manque pas d'argent. Ce dont on manque au Québec en ce moment, c'est d'employés. Fait que je vous dirais que vous n'entendrez pas parler de budget de ce temps-ci. Même, je vous dirais qu'on a trop d'argent. On n'est même pas capable de le dépenser tellement on manque d'employés.
Donc, ça, c'est la réalité. Fait que dans les conversations que vous allez avoir dans les prochaines semaines ou mois, ça ne sera pas le budget qui va être un frein, ça va réellement être la disponibilité des employés. Mais ça va demeurer pour vous incompréhensible et invivable de penser qu'on n'est pas capable de trouver une solution à ce problème-là dans le contexte où nos patients ont besoin de soins. Puis ça va demeurer. Puis je vous dirais que c'est important que ça demeure parce que, bon, il va falloir qu'on trouve un moyen de jaser ensemble à un moment donné, ça c'est certain, mais le rôle du médecin demeure celui-là. Et c'est un rôle important de militer pour les besoins des patients tout en comprenant les besoins de tous les patients. C'est peut-être le point qu'on va s'amener tout le monde ensemble. Juste, c'est super intéressant ce que tu dis, Olivier. Puis je pense que c'est très important de comprendre d'où on vient. Qu'est-ce qui nous a amenés dans cette situation-là pour être capable de repartir sur des bases, sur des choses importantes puis des valeurs partagées. Puis quand on s'est rencontrés au dernier comité de cogestion, on s'est dit ensemble qu'on aurait des travaux à faire pour faire reconnaître certains besoins, et les gestionnaires et les médecins. Puis, entre autres, ce fameux nombre de lits, ça fait partie des comités de travail. On parle des lits, mais on pourrait aussi parler de tous les NSA qu'on a en ce moment qui sont hébergés à Rivière-des-Prairies, pour lesquels il n'y a pas de ressources en suffisante quantité pour répondre à leurs besoins. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des choses que, comme tu dis, c'est des mouvements sociaux quasiment qu'il va falloir qu'on réfléchisse puis qu'on aille se chercher des collaborateurs pour, parce qu'on parle de la santé mentale, mais probablement qu'il faudrait comme en parler plus ou en tout cas différemment pour faire reconnaître des besoins. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose de super intéressant dans lequel on pourrait s'engager ensemble en cogestion. C'est tout à fait la gouvernance clinique. Donc, c'est différent des indicateurs, tu sais, ce qui est beaucoup, le ministère suit quand même des indicateurs de toutes les dimensions de la performance, là. Peut-être que là où c'est un petit peu moins fort, c'est au niveau de la qualité, je dirais. Donc, si on pense à des indicateurs partagés au niveau d'une gouvernance clinique, mais peut-être que nous, on va vouloir mettre un peu plus d'accent sur la qualité parce que le ministère suit le capital humain, il suit l'accès, il suit l'efficience, mais la qualité, je ne sais pas si c'est plus difficile à suivre ou quoi, ou s'ils pensent que si tout le reste est là, la qualité va y être aussi, mais tu sais, à l'intérieur d'une gouvernance clinique, en co-gestion, c'est ça que je dis qu'il faut qu'on détermine les objectifs sur lesquels on va vouloir poser nos yeux ensemble, puis dans lesquels on va vouloir s'engager. Fait que là, on va continuer parce que le temps avance. Donc, mon Dieu, mes slides n'avancent plus. Bon. On va aller voir qu'est-ce que ça prend comme co-gestionnaire médical. C'est quoi les qualités recherchées? La première qualité, c'est du leadership. C'est pas clair ce que ça veut dire du leadership nécessairement, mais en fait, ce qui est attendu, c'est d'être capable de mobiliser son équipe médicale dans des dossiers importants, d'être capable de les accompagner dans le changement. Évidemment, on veut des docteurs motivés par la volonté sincère de collaborer pour améliorer l'offre de service, et puis ça inclut la qualité. On veut, comme je vous disais, des médecins qui demeurent capables de questionner le statu quo parce que c'est la grande force médicale, ça, de remettre les choses en question. On a besoin de quelqu'un de crédible qui va être accepté et soutenu par les deux parties, par l'équipe médicale, mais aussi par l'équipe de gestionnaire. Un bon communicateur, une personne qui a des habiletés relationnelles, donc capable de travailler en équipe, de se concerter, d'être réflexif sur lui-même, parce que d'être capable d'identifier ses biais qui peuvent faire qu'il y a de la misère des fois à collaborer ou à peut-être comprendre certains enjeux, être capable de définir des objectifs communs, capable de tolérer la marginalisation. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Quand on a l'impression qu'on est trop du côté des gestionnaires, parfois, ça peut être difficile dans l'équipe. Puis, quelqu'un qui réussit à bien comprendre les structures administratives puis les enjeux de gestion, puis ça ne vient pas automatique quand ça va prendre de l'accompagnement puis de la formation des médecins.
Donc, les grands piliers de l'engagement médical, c'est de sélectionner et de nominer les bons médecins, donc ceux qui ont la caractéristique que je vous dis. Promouvoir la confiance, on va y revenir, et le respect entre les médecins et les gestionnaires. Donc, ça prend une gestion transparente basée sur des données plutôt que sur de la perception. Clarifier le rôle et responsabilités de chacun. Fournir du soutien et du développement au leadership médical. Puis ça, je vous annonce déjà qu'on est en train de travailler sur la prochaine mouture de la formation des leaders médicaux. La confiance. Ça, la confiance, c'est comme la poule ou l'œuf. Hein? La confiance, il faut que ça se gagne. Puis pour se gagner, il faut que ce soit mérité. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir fait un prêt de confiance pour être capable de la gagner, parce que la confiance, ça se gagne au travers d'une collaboration qu'on a déjà faite avec quelqu'un qui le rend crédible à nos yeux puis en qui on a confiance. Donc, il faut faire un prêt de confiance initial pour être capable d'être convaincu que oui, ça vaut la peine d'investir notre confiance dans cette personne-là. Donc, pour avoir de la confiance, il faut que les deux parties démontrent de la compétence, qu'ils respectent ses engagements, qu'ils agissent avec intégrité, qu'ils soient cohérents dans ses comportements, qu'ils s'assurent du bien-être de l'autre. Il faut que les pouvoirs soient partagés, les statuts soient égaux, qu'il y ait un esprit de coopération et surtout un respect mutuel. Le respect mutuel, ça se manifeste de différentes façons, mais ça se manifeste beaucoup dans le langage. Donc, quand on parle à l'autre ou quand on parle de l'autre, c'est très, très important d'être respectueux puis de le considérer compétent. Évidemment, évidemment, il faut qu'il soit compétent réellement aussi, mais il faut faire attention dans le langage qu'on utilise pour être capable de faire croître la confiance. Évidemment, pour être confiant l'un dans l'autre, il faut qu'on se soit entendu sur des valeurs ou des objectifs communs. Puis quand ça ne marche pas, la confiance, c'est quand on n'est pas capable de communiquer, quand on suppose des choses. Hein, vous connaissez la self-fulfilling prophecy, vous êtes meilleur que moi. Là, quand vous pensez qu'une personne va agir comme ça, vous êtes convaincu qu'il va agir comme ça, mais il finit par agir comme ça. Donc, si vous prêtez des intentions ou vous interprétez les intentions de l'autre, c'est là que ça peut être risqué pour la confiance. On va revenir sur les choses qui favorisent la participation des médecins. D'abord, ça nous prend un groupe de docteurs qui est capable d'identifier ces leaders. On a une drôle de culture, nous autres, parce que souvent, quand on est chef de quelque chose, c'est parce qu'on a perdu à courte paille. C'est rendu à notre tour, c'est un mal nécessaire, c'est toi le prochain, moi je l'ai déjà fait. Fait que ce n'est pas des tâches qu'on considère avec beaucoup de valeur ou avec beaucoup d'intérêt. Donc ça, peut-être qu'on a quelque chose à changer dans notre réflexion. Ça nous prendrait une bonne culture, une culture qui est forte, qui nous anime. Monique a parlé de qualité. Moi, je pense que souvent, quand on parle de qualité et d'excellence, c'est là qu'on se rejoint, puis des valeurs communes. Les médecins qui maintiennent une activité clinique demeurent avec une plus grande crédibilité, puis c'est plus facile pour eux de jouer des rôles de co-gestionnaire parce que demander à quelqu'un de cesser sa pratique clinique, c'est une décision qui n'est pas nécessairement facile. La rémunération. Je suis en train de travailler là-dessus. En fait, le ministère fait un grand travail en ce moment pour rémunérer mieux nos chefs de département. Donc, moi, localement, on s'est entendu avec la PDG intérimaire pour augmenter les salaires des chefs de département, donner un salaire aux chefs de service, puis donner un salaire à nos co-gestionnaires. On est les seuls qui rémunéreront les chefs de service parce qu'en ce moment, au Québec, ce n'est pas fait. Maisonneuve-Rosemont, il y a une tradition de co-gestion où les co-gestionnaires médicaux sont rémunérés. Mais sinon, les chefs de service ne le sont pas nulle part. L'autre chose que ça prend idéalement, c'est un contrat formel ou implicite à tout le moins avec des attentes vraiment claires. Un système d'information, ça a l'air nono, mais on a parlé d'indicateurs. Si on n'est pas capable d'aller chercher les indicateurs, bien, ça ne va pas très, très bien pour s'impliquer.
Programme de formation leadership, on en a parlé. Un plan de relève pour les leaders médicaux, je vous disais, ce n'est pas juste de perdre à courte paille, c'est que pendant qu'on occupe un rôle de leadership médical, on prépare le prochain, on commence déjà à essayer d'identifier notre relève. Puis, évidemment, ce qui aide, c'est que nos gestionnaires soient un peu stables, hein, qu'on ait une équipe qui est pas mal toujours la même, avec qui il est plus facile de développer sa confiance. Il y a évidemment des bloquants à la participation médicale. Il peut y avoir un conflit de rôle si le co-gestionnaire n'est pas un chef, hein, parce que là, ça devient mélangeant à qui on s'adresse. Si l'organisation ne considère pas les médecins, alors juste titre comme co-gestionnaire, ça ne fonctionnera pas non plus. Là. Il n'y a personne qui veut être une mascotte ou un clown de service. Le manque de temps médical est un problème majeur. Donc, si on ne rémunère pas les gens, c'est sûr que ça va être difficile pour eux de trouver le temps de faire ces tâches-là. Puis, je nommais le fait que ce soit une langue étrangère, de commencer à faire de la gestion. Hein. Il y a toutes sortes d'abréviations, il y a toutes sortes de mots que les gens utilisent, qu'on ne comprend rien. Moi, je vais toujours me rappeler mon premier comité d'optimisation budgétaire quand j'étais chef de département à Sacré-Cœur uniquement. J'ai dit, mon Dieu, OK, ça y est, je ne comprends plus rien. Je ne suis pas capable de parler avec eux autres. Je n'ai aucune idée de quoi ils parlent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi pour les médecins. Il y a des facteurs de succès pour la cogestion. Le premier, c'est un accompagnement à l'implantation puis un soutien de l'organisation. Ça a l'air niaiseux, là, mais les gens où ça a fonctionné, c'est des groupes de co-développement où les diades de cogestion pouvaient se partager leurs difficultés, une description de rôle clair. Fait que ça, c'est vraiment super important. Je le répète, rémunérer les médecins. C'est quelque chose de très important et démontré dans la littérature et les grandes organisations dont je vous parlais au départ qui ont mis en œuvre la cogestion de manière efficace, les médecins sont rémunérés, ce sont des employés de l'organisation. Puis, on reparle encore coaching, formation, co-développement, mais particulièrement pour la partie médicale, pour tout ce qui est gestion, puis pour les administrateurs, pour ce qui est collaboration avec le professionnel. Puis je vous ai mis une autre petite citation que je trouvais intéressante. Dans le fond, puis je ne sais pas si vous savez, mais il y a une réforme du programme MD qui est en cours, puis j'ai discuté de ça avec les deux porteuses de cette réflexion-là, à savoir que pendant notre formation médicale, on est formé à devenir un bon médecin. On est formé à se tenir à jour dans notre pratique médicale. On est formé à trouver nos problèmes, nos besoins d'amélioration de compétences médicales. Mais entre être un bon médecin puis être un bon co-gestionnaire pour améliorer le système, il y a vraiment une grande différence. Puis actuellement, les facultés de médecine ne nous préparent pas vraiment à ça. Donc, je suis à ma conclusion. Pour moi, la co-gestion est essentielle, puis la vision médicale est essentielle dans la meilleure gestion de nos organisations de santé. J'espère vous avoir quand même un peu convaincu de ça ce matin. Pour y arriver, il y a des prérequis. Il faut que l'organisation s'engage. Puis là, on a quand même un engagement assez fort de notre organisation. Il faut que les deux parties soient ouvertes. C'est une relation qui est basée sur la confiance, qui va dépendre de l'action des deux parties, qui va dépendre d'un petit prêt de confiance initial pour être capable d'y arriver. Mais c'est vraiment possible d'y arriver parce qu'il y a des grandes organisations qui ont démontré une amélioration de performance puis une amélioration de la qualité des soins en impliquant les médecins en co-gestion de l'organisation. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et je suis tout oui. Intéressant ce que tu dis, Jean-Claude, puis en fait, ça pourrait être un autre sujet de présentation. La première chose que tu as dite, la différence entre la verticalité et l'horizontalité, pour moi, c'est déjà un premier problème actuel qu'il va falloir réfléchir, c'est-à-dire que je vous parlais de gouvernance clinique avec trajectoire de soins. Un patient, il ne fonctionne pas dans une progression verticale de son problème. Il n'est pas dans un silo, lui. Il passe au travers plusieurs silos.
Donc, nos diades de cogestion devraient en principe avoir ce type de vision-là aussi. Fait que ça, c'est la première chose que tu as dit. La deuxième chose que tu as dite, je pense que plusieurs choses dans la réforme de 2015 a créé des conditions défavorables à la cogestion. Entre autres, bon, le changement de tout le monde à de multiples reprises au niveau de la gestion, qui a été un problème. C'est certain qu'il y a eu des lois passées qui ont aussi impacté, je dirais, la perception des médecins sur, tu sais, le ministère a voulu commencer à venir gérer beaucoup la pratique médicale, à dicter des indicateurs de délai, de nombre de patients pris en charge, etc., qui faisaient moins de sens pour les médecins, ce qui n'était pas nécessairement engageant non plus pour créer des conditions gagnantes dans la cogestion. De voir ces indicateurs-là qui peut-être n'avaient pas de sens profond pour nous au travail, ça ne donnait pas le goût nécessairement de s'impliquer avec des gestionnaires. Puis la grandeur de la chose, puis le fait qu'on ne savait plus trop avec qui on était, puis peut-être que ce que tu nommes aussi, c'est quand tu parles de pouvoir, c'est la réelle considération du co-gestionnaire comme étant légal ou en tout cas avec un pouvoir partagé avec sa diade administrative. On n'est peut-être pas là en ce moment non plus. Fait que ça, c'est une autre réflexion que je pense qu'il serait à parfaire ou en tout cas à bien définir dans notre organisation qui favoriserait notre co-gestion. C'est super intéressant tout ça. Puis en fait, c'est passionnant ce sujet-là. Puis c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Puis je pense que ça serait intéressant d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans là, chez nous pour favoriser la cogestion. Et moi, quand même bien, on a un cadre on a un cadre là, quand même. Mais en ce moment, on manque plus de ressources qu'on manque d'argent. Ça, c'est clair. Okay. Puis, ce que je vais vous dire, là, en tout cas, moi, je pense qu'on est en ce moment, avec le département de psychiatrie, dans un virage. Parce que là, puis je vous annonce quelque chose que je souhaiterais plus approfondir avec Olivier nécessairement avant de vous l'annoncer, mais on a, suite à notre dernier comité de cogestion, on aura 4 grands chantiers de travail qui vont partir. Pour moi, si vous acceptez, ce serait ce petit investissement de confiance initial que je vous demanderais d'embarquer dans ces comités de travail-là qu'on va vous proposer, dans lesquels on va réfléchir ensemble, justement. Puis moi, je l'ai déjà dit à Olivier, puis je peux vous le dire à tous, je suis consciente de l'excellence de la psychiatrie qu'on a au CIUSNIM. Puis je pense qu'on devrait travailler à la faire comme, on va dire, à la diffuser, à la faire, à la publiciser, à se transformer, puis à arrêter d'être justement dans le ça va mal, puis à faire ressortir tout ce qui est fantastique aussi, là, tout ce qui est accompli. Donc, bref, c'est la proposition de travail pour les prochaines semaines et mois là, qu'on va vous faire, mais je vais en parler avec Olivier d'abord là, pour parler avec lui des différents chantiers. On commence, moi je vous dirais d'ici un mois, on va commencer. Puis, je vous rappelle que notre PDG qui a quitté nous a laissé avec un mandat. Il a demandé à chacun des départements de justement tenter de prévoir l'avenir, de voir qu'est-ce qu'il voyait comme développement. Puis le but de ça, c'était, lui, ce qu'il disait, c'est comme PDG, je veux m'y préparer parce que c'est vers là qu'on s'en va. C'est comme ça qu'évoluent les pratiques médicales. Donc, il faut le prévoir dans notre organisation. Ça va être très, très intéressant de vous entendre et de voir où vous souhaitez vous en aller là, comme équipe. Merci beaucoup pour tous ces commentaires encourageants pour la participation. Je veux aussi remercier à la participation, je pense aux gestionnaires qui étaient là aussi. J'ai apprécié de vous voir au cours de cette présentation. Bonne journée à tous. Bye.